Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 22 février 2021. Aujourd'hui, nous allons traiter l'actualité SEO de la semaine du 15 au 22 février. Ensuite, on ira voir la météo des SERP et nous terminerons avec un sujet du jour qui est aujourd'hui comment acquérir plus de visibilité grâce à vos compétences SEO. On va parler de Google, mais on va parler aussi d'autres moteurs de recherche et de points chauds qui peuvent vous permettre de rapporter un petit peu plus de trafic, mais surtout de vente si par exemple vous êtes e-commerçant ou que vous êtes vendeur de services, etc. Donc nous allons voir ça en fin d'émission. Avant de commencer l'actualité SEO, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de déclencher la cloche des notifications, comme ça vous aurez toujours les petites notifs de quand je sors un podcast ou une nouvelle vidéo. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous pour vos retours ces dernières semaines. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui nous parlent, qui nous posent des questions, etc. Donc continuez, c'est super. On commence avec l'actualité SEO du 15 au 22. Abondance.com qui nous dit le 17 février 2021, Google France écope d'une amende de 1,1 million d'euros pour classement trompeur des hôtels dans ses SERP. Donc Google a été mise à l'amende par une enquête de la DGCCRF, la répression des fraudes, pour avoir utilisé son propre système de notation d'étoiles dans ses résultats de recherche à la place du référentiel officiel proposé par Atout France. Il devra payer 1,1 million d'euros après avoir corrigé ses pratique. Donc voilà, une petite mauvaise nouvelle pour Google, encore que les 1,1 million d'euros sont plus ou moins déjà payés, vu à la vitesse à laquelle ils obtiennent de l'argent. Mais voilà, ça fait toujours des petites actions en justice pour taper un petit peu sur Google qui va quand même au-delà de la ligne assez régulièrement. Donc voilà. Petite info rapide pour vous dire que quand même Google est visé par une enquête. Une petite news qui est finalement un rappel, puisque la semaine dernière on en a parlé, ou la semaine d'avant avec arobase-net.com. Donc Google Chrome 88 ajoute des informations sur les Core Web Vitals. C'est sorti le 18 février 2021 sur abondance.com. Donc vous allez pouvoir retrouver dans le menu affiché options pour les développeurs, outils de développement, onglet performance, les KPI liés au Core Web Vitals, le First Contentful Paint FCP, le Largest Contentful Paint LCP et le Cumulative Layout Shift, le CLS. Et donc vous allez pouvoir optimiser vos sites pour pouvoir tout simplement améliorer votre vitesse pour répondre à l'algo Page Experience qui sort, je le rappelle, au mois de mai 2021. On continue l'actualité avec les gossips de la semaine. Surlignage jaune des indexations permanentes, version audio et nombre de backlinks. C'est sorti aujourd'hui le 22 février par Olivier Andrieux sur Abondance. Texte surligneur en jaune. Danny Sullivan, qui je le rappelle le porte-parole de Google mais qui est aussi SEO, a expliqué à nouveau sur Twitter que le fait que Google renvoie l'internaute directement sur une partie d'une page avec le texte demandé stabilo bossé ou stabilo T, je préfère, en jaune, fonction parfois appelée scroll to text, scroll to snippet, n'avait pas de relation avec l'algorithme Passages lancé la semaine dernière aux États-Unis. Les deux systèmes, certes proches, sont décorrélés. Donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. C'est que c'est pas parce que vous voyez des textes surlignés en jaune et que ça va directement sur une page que c'est l'algorithme Passage, pardon. Il a été lancé la semaine dernière aux États-Unis. Maintenant, voilà, c'est pas du tout lié à ça quand vous regardez, quand vous voyez ces textes en jaune. C'était là bien avant et je pense que Passages va être un petit peu différent et je pense que même au niveau des résultats ça risque d'être vous allez pas forcément vous en apercevoir plus que ça, mais je pense que en termes de positionnement, etc., il y a peut-être des choses qui vont ressortir pour la France quand ça sera lancé. Parce que je le rappelle, c'est pas lancé en France pour le moment. En tout cas, on n'a pas eu la version officielle et j'ai rien vu passer plus que ça. Désindexation, c'est le deuxième gossips. John Mueller a indiqué sur Reddit que Google ne désindexait jamais de façon permanente un site fautif de méthode ne suivant pas ses recommandations. Les sites ne sont pas définitivement retirés de Google, cite John Mueller. Il y a toujours un moyen
de les faire indexer à nouveau. Parfois, cela prend beaucoup de temps et de travail, mais Google ne dispose pas d'une liste de sites bloqués en permanence. Les actions manuelles ou pénalités qui conduisent à la suppression complète d'un site sont généralement assez sévères, comme lorsqu'un site n'est qu'un simple spam sans rien d'autre utile. Moi j'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que on utilise souvent le terme de blacklistage, blacklist, contraire de whitelist. Je te whitelist, c'est j'ai une liste et dedans, voilà, je te dis que tu es autorisé. Blacklist, on a une liste avec des gens qui sont pas autorisés à faire X ou Y chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire blacklistage comme si Google, poum, il nous évince, etc. et c'était fini. Il y a cette chose-là, et il y a aussi le fait d'être déclassé sur un grand nombre de résultats, il y a aussi le fait de voir un grand nombre de résultats qui sont, on va dire, supprimés un peu de l'index, mais il y en a certains qui sont encore dedans. Bref, il y a tout un cas, tout plein de cas, pardon, plein de déceptions autour des désindexations massives pour un site qui font perdre beaucoup de trafic, etc. Mais au final, Google, s'il change voilà, d'avis sur nous, si je puis dire, d'avis sur notre site qui se fait déclasser, désindexer massivement, ou quoi que ce soit d'autre, ou blacklister dans notre jargon, il peut tout à fait nous faire rentrer dedans. Après, tout dépend de ce que vous avez fait. C'est clair que si vous êtes un site de spam avec contenu dégueulasse, contenu bouilli, autogénéré, qui gaspille des ressources, derrière vous avez des backlinks encore plus dégueulasses, etc., etc., ok, vous n'allez pas sortir comme ça. Maintenant, si vous avez un site voilà, qui est quand même relativement propre et tout, puis bon, je sais pas, vous êtes fait avoir par un mec qui avait peu de scrupules et qui vous a vendu des trucs dégueulasses, et que vous les avez, je sais pas moi, supprimés, ou voire même, bon, j'aime pas trop ce truc, mais désavoués lors de la pénalité manuelle et tout, vous pouvez remonter. Maintenant, vous allez perdre, vous n'allez pas récupérer vos classements comme avant, ça c'est clair, souvent, quand on fait le ménage, bah, on perd de la pertinence, on perd des optimisations, on perd de la popularité du PageRank, donc forcément, vous n'allez pas retrouver les mêmes places. Mais vous pouvez en sortir. Il faut se le rappeler. C'est juste, avec un gros guillemet autour quand même, hein, des gros guillemets autour. C'est juste une pénalité. La pénalité peut s'inverser. Après, moi, la question que je dis souvent en fait aux clients qui sont malmenés, voilà, qui m'appellent, qui me disent voilà, Thomas, on a un problème, on s'est fait déglinguer, je sais pas quoi. Moi, ce que je leur dis, c'est bah, voyons, faisons déjà un audit rapide par rapport à ce qui vous est voilà, reproché, voilà. Et puis, voyons si ça en vaut la chandelle de prendre du temps, prendre de l'argent pour réparer tout ça. Et éventuellement, peut-être, s'en sortir. Mais ce que je propose toujours en alternative, c'est est-ce que ça serait pas plus simple de faire un nouveau site? Est-ce que ça serait pas plus simple de créer un nouveau nom de domaine, de créer des contenus, etc. etc. Parfois, c'est le cas. Vous êtes fait pénaliser, vous avez un boulet sur le pied. Ouais, parfois, créer un site de zéro, ça va peut-être plus vite et ça coûte beaucoup moins d'argent, de temps, que de s'embêter, d'être stressé de quand est-ce que je vais ressortir, quoi. Donc, voilà, faut se poser les bonnes questions. C'est très rare. Je viens de le relire quand j'allais passer sur l'autre Boostips, mais je viens de le relire là. Olivier dit que c'est très rare. Il a pas tort, hein. C'est très rare de se faire, comme on dit dans le jargon, blacklister, déclasser massivement. Ou désindexer. Même si c'est pas vraiment des indexations. Dans le jargon en tout cas. On le dit comme ça. Version audio d'un article, autre Goosips. John Mueller a expliqué lors d'un hangout pour Webmasters que le fait de proposer une version audio d'un article affiché au départ au format texte ne fournissait pas de bonus SEO à ce dernier. Il a ajouté également que la version audio n'était pas considérée comme du contenu dupliqué. Donc au même titre que les vidéos, c'est pas du contenu dupliqué comme on l'a dit récemment. Et voilà, la version audio, c'est tout à fait possible hein, de la mettre hein, pour les personnes qui sont déficientes visuelles par exemple, ça leur permet d'avoir une audio description et ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, vous pouvez mettre version audio de votre texte, il n'y a pas de problème. Nombre de backlinks, John Mueller a expliqué lors d'un hangout pour Webmasters que le nombre total de backlinks qu'obtient une page n'est pas un critère pertinent pour mesurer sa popularité. De mon point de vue, je cite, j'aurais tendance à ne pas me concentrer sur le nombre total de liens vers votre site, ni sur le nombre total de liens de domaine vers votre site.
parce que nous regardons les liens d'une manière très différente. Et oui, il y a quelques années, effectivement, le nombre de liens pouvait dire plus ou moins, bon, j'en ai beaucoup, tu es monté haut, j'en ai pas beaucoup, je vais pas monter. Ok. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des histoires de thématiques, il y a des histoires de est-ce que ce site est spammy ou pas, il y a des histoires de est-ce que ça fait partie d'un réseau de sites dégueulasse, je ne sais quoi, il y a aussi les encres, il y a aussi tout un tas de choses liées à la suroptimisation, peut-être la vélocité, des choses comme ça, bref. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte, et même les autorités des domaines, là où le lien est posé, etc., voilà, ça peut rentrer en ligne de compte, et c'est pas simplement j'ai un nombre de backlinks énorme et je vais monter. Non, non, pas du tout. Allez tester sur un site de test, les packs Black Hat World là, à 200 balles où il y a 30 milliards de liens pour pas cher. Vous allez voir ce que ça fait. Ça va vous faire monter un petit peu, et puis c'est tout. Pourtant, vous en avez des milliers et des milliers, quoi. On passe à une autre actualité, alors qui est plutôt une mise à jour, enfin mise à jour, même pas une mise à jour, on va dire une traduction. @net.com, pourquoi Google EAT compte aussi pour le local SEO, c'est sorti le 17 février 2021. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un article en anglais sur le SEO local, et du coup qui montrait quelques critères EAT orientés local. Et cet article était disponible en description du podcast pour en parler, et il était en anglais, et là pour le coup, Noël de @net.com a traduit cet article, assez intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire son article. Vous avez rapidement qu'est-ce que AAT pour le référencement, et ensuite vous avez la partie locale qui est présentée avec ce que je vous ai dit la semaine dernière: catégorisation et services Google My Business, citation locale, emplacement physique, heure d'ouverture, date de publication, présence du sujet, etc. Bref, c'est des choses qui peuvent correspondre, on va dire, à l'EAT pour le local SEO. Donc allez voir cet article, il est en description comme tous les autres articles, c'est plutôt intéressant. Ensuite, Systrix.fr, Nicolas Audemars qui nous sort le 18 février 2021 un article qui s'appelle Le SEO, c'est la visibilité en SERP. Il y a plusieurs choses dans cet article. Alors c'est, je dirais presque un récapitulatif, une énorme conclusion par rapport à tout ce qui a été sorti chez Systrix ces derniers temps. Les perdants, les gagnants du SEO, mais également le fait que les usages ont changé, le mobile, etc., etc. Et pour le coup, voilà, Nicolas, je le rejoins totalement dans son article, et je vous invite vraiment à lire tout son article. Là, je ne peux pas vous faire toute la description parce que c'est un article vraiment édito qui dit globalement voilà, que le volume de connexion web est en hausse, que aujourd'hui voilà, on est sur ordinateur, sur tablette, sur mobile, qu'on a plein d'applications, qu'on va se faire des recherches sur différents lieux chauds, c'est pas simplement que Google, que la SERP c'est bien, mais la SERP elle a évolué, etc. Bref, vous avez plein de choses, plein de trucs qui ont bougé sur le web. Nous, bien sûr qu'on est SEO, et bien sûr qu'on doit se focaliser à ranker, à obtenir du trafic, etc. Mais voilà, il faut penser visibilité globale, il faut penser au type de contenu qu'on peut avoir, tout ça. Et cet article est vraiment très très intéressant. Donc allez voir tout ça, et surtout, regardez la conclusion. Et je vais vous la lire, la conclusion, rapidement, parce que c'est en lien avec le sujet du jour, qui est lié donc à la visibilité, comment acquérir plus de résultats, de trafic, de ventes, de tout ce que vous voulez, de KPI plus important, quoi, grâce à vos compétences de SEO. Je dis bien compétences SEO, pas simplement votre boulet de SEO sur Google, hein. Je parle des compétences SEO, on va en reparler, mais c'est très très important de voir ça comme ça. Donc, conclusion de Nicolas pour son article: la visibilité, le moteur du SEO. La personne en charge du SEO se convertit de plus en plus en revenu et traffic manager. Le but du SEO reste toutefois de référencer le bon contenu, au bon moment et au bon endroit dans la SERP. Certains diront aussi au meilleur prix. Voilà. Pour le coup, là déjà il y a pas mal de choses à dire. C'est que on a à la base quelque chose qui est assez mécanique, assez technique en SEO. C'est globalement, j'ai un site qui doit être compris par un moteur et par un internaute, donc technique à peu près nickel. Ensuite, je dois donner voilà, de la valeur, je dois proposer des choses, des offres, tout ça à des demandes. Il y a des gens qui demandent des choses, je dois leur offrir des choses. Donc, belle page, beau contenu, beau produit, tout ce que vous voulez, de la valeur ajoutée, quoi. Donc, je suis pertinent pour une requête.
Et par-dessus tout ça, il y a la popularité. Est-ce que ce que j'offre, ce que je propose, la valeur ajoutée, tout ça, ce que je mets sur mon site, est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'on me cite beaucoup? Est-ce que je suis au centre de l'attention? Ça, on est d'accord que ce boulot-là, il est toujours quasiment le même sur ces grandes lignes, même s'il y a des évolutions, qu'on doit penser au mobile, qu'on doit faire attention aux thématiques, à la sémantique, tout ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Globalement, c'est toujours du basique, quoi. C'est le basique du SEO, c'est les grandes lignes du SEO, c'est faire un site dans les règles de l'art, c'est ouais, c'est du marketing, c'est, enfin, je sais pas, moi, pour moi, ça rassemble l'évidence. Peut-être parce que je suis dedans depuis un moment, mais ça me semble évident. Maintenant, il est vrai que quand on parle de revenue ou traffic manager, moi, souvent, les questions que j'ai avec mes clients, c'est ok, bah, c'est quoi là où vous pouvez faire, par exemple, le plus de marge? Ou c'est quoi les endroits où il faut vraiment pousser pour que votre entreprise soit rentable? Ou là, il faut investir bon endroit, parce que sinon le trafic risque de coûter peut-être un petit peu cher par rapport à ce que vous proposez. Bon, ben, pourriez-vous voilà, organiser une réunion avec la personne qui s'occupe des produits, la personne qui s'occupe du marketing, la personne qui s'occupe de X ou Y chose, et puis venez, on regarde comment équilibrer un peu votre entreprise avec le site web, avec le SEO, avec tout ça. Enfin, c'est vrai que ces questions-là reviennent de plus en plus. Et le SEO, tellement de casquettes qu'on peut comprendre les basiques de chaque métier qui sont autour du SEO. Et c'est vrai qu'on est une des personnes, sans vouloir paraître égocentrique, voilà, qui peut quand même comprendre un max de choses et faire avancer un site sur pas mal de disciplines, si je puis dire, en même temps, pour faire un projet commun. J'insiste bien là-dessus, pour faire un projet commun. Et là, normalement, on pense visibilité, on pense à l'UX, on pense au mobile, on pense à faire de la relation presse, on pense à faire X ou Y truc, que habituellement, en SEO, je dirais on peut faire, mais qu'on ne fait pas spécialement beaucoup. Parce que souvent, c'est, je mets mon texte là, je mets mes backlinks là, je fais un peu de technique et c'est tout, globalement. Je finis la conclusion de Systrix parce qu'elle est importante. Si votre objectif est uniquement le trafic et non la visibilité, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une mesure bien peu pertinente. Ça, c'est extrêmement important. Cependant, si vous basez quand même votre succès sur le trafic, ne vous comparez pas à celui de la concurrence qui pourra provenir aussi bien du social, d'emailing ou d'autres annonces payées. Nous l'avons vu, les usages, de même que le moteur de recherche, évoluent. Le trafic peut donc augmenter sans pour autant se traduire par plus de visibilité. Or, faire en sorte d'augmenter sa visibilité en SERP, c'est vraiment ça, faire du SEO. Donc en gros, il parle vraiment de visibilité et il ne parle pas simplement de trafic. Le trafic, c'est je peux augmenter le trafic, tout ça, mais c'est pas forcément du trafic qualifié, c'est un trafic que je peux générer, etc. Mais ouais, visibilité. Je veux dire, derrière, il y a beaucoup de notions. Il y a des notions de visibilité sur le web, sur quel point chaud, sur quel marketplace, sur quel lieu chaud je suis. Il y a aussi des choses de format, un peu de visibilité. Je fais du texte, je fais du produit, tout ça, mais est-ce que je fais de la vidéo? Est-ce que je fais du podcast? Est-ce que je fais des livres blancs? Est-ce que je fais des études de cas? Est-ce que je fais des conférences? Est-ce que je fais du branding? Qu'est-ce que je fais, quoi? Du social, de conversation, dialogue, support client, d'accord, système ambassadeur, inbound marketing, outbound marketing, annonce, pub. Vous voyez, visibilité, quoi. Il y a beaucoup de choses à évaluer. En SEO, on ne peut pas tout faire, mais c'est vrai qu'on est, encore une fois, une des meilleures personnes pour pouvoir aborder certaines questions des différents leviers de marketing digital, que ce soit l'inbound marketing, l'outbound marketing. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire, est-ce que j'ai mon mot à dire? Est-ce que j'ai mon mot à dire? Si j'ai pas mon mot à dire, c'est peut-être que ça m'intéresse pas et c'est dommage. Si j'ai mon mot à dire, c'est-à-dire que je me suis suffisamment intéressé aux leviers qui étaient autour du SEO pour pouvoir me dire, ok, je vais me focus sur le SEO, mais je vais quand même leur dire qu'avec le projet qu'on va faire, eh bien, chacun va pouvoir s'interconnecter à ce gros hub, si je puis dire, qui est le site web. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on va voir ça, en tout cas, en sujet du jour, et ça le sera beaucoup plus. Donc, allez voir cet article de Nicolas, qui est vraiment très très bien, et que je partage totalement. David Karl, hq.com.
est-ce que bottraffic.live fausse vos données Google Analytics et comment l'exclure? C'est pas du SEO, mais du analytique, et c'est du analytique qui est d'actualité. Je voulais vous le sortir tout simplement parce que moi j'ai été impacté par ce bot trafic. J'ai quelques sites, malgré que j'avais mis des filtres voilà, pour les bots dégueulasses, pas mis. J'ai ce bot voilà, qui est apparu dans mon analytique et qui m'a faussé mon trafic, notamment d'ailleurs sur thomascubel.com. Et suite à ça, bah, j'ai viré aussi en même temps RGPD, tout ça. J'ai viré Analytics, j'ai viré PC Facebook, j'ai tout viré. J'ai encore quelques petits trucs à régler, mais voilà, j'en ai marre de m'emmerder avec toutes ces conneries-là, alors que je fais mon site pour le plaisir et que voilà, les stats et tout, c'est pas mon truc, très concrètement. Donc sorti le 16 février sur le blog de David Carl, bottraffic.live, trafficbot.live, bot-traffic.xyz, bot-traffic.icu. Ce sont différents bots, pages qui sont générées par un bot un bot spam, on va dire. Il va essayer d'accéder à des pages qui n'existent pas sur votre site, en fait. Et en fait, il va vous générer beaucoup de trafic comme ça. Donc, je vous invite à aller tout simplement dans cet article-là, voir comment filtrer ce bot. Si vous avez déjà été attaqué, bah, ça ne changera rien. Mais pour les précédents jours, je dirais, mais pour les suivants, ça sera cool. Sinon, si vous ne l'avez pas encore mis en place et que vous n'êtes pas impacté, bah faites-le maintenant. Comme ça, vous anticipez comme pour un jeu d'échecs. Et vous n'aurez pas de problème au niveau de votre site et de votre analytique surtout. Je termine avec 2 articles en anglais. Writing for UX, Principles and Examples, comment écrire pour l'expérience utilisateur, les principes fondamentaux, les exemples. C'est Katie Spencer du blog portent.com qui nous a écrit cet article-là. Katie Spencer nous a fait ça le 16 février. Elle nous explique ce qu'est l'UX Writing. Et ensuite, elle nous donne les 4 principes fondamentaux de l'UX Writing. Elle nous dit d'être tout simplement clair dans nos propos, de donner suffisamment d'informations, de parler vraiment du sujet, que les gens sont vraiment là pour trouver quelque chose d'intéressant, d'utile, et que voilà, ça sert à rien de faire du spam, ça sert à rien d'écrire pour écrire, si c'est... Voilà, il faut vraiment être voilà, un bon contenu, quoi, utile, qualitatif, etc. C'est déjà ça, le premier pilier. Deuxième chose, être conversationnel, faire de la conversation avec les lecteurs, essayer de les considérer, d'être en empathie avec eux, faire comme si c'était des amis ou des membres de la famille à qui vous parliez. Ça, c'est plutôt assez intéressant et ça permet vraiment de créer du lien avec votre audience et ça, c'est vrai que c'est super cool voilà, un certain ton, un certain phrasé, etc. C'est quand même sympa et si vous mettez un petit peu de couleur là-dedans, des images, tout ça, que c'est dynamique, tout ça, enfin, c'est limpide, c'est plaisant à lire, c'est cool, quoi. Troisième principe, soyez concis. Soyez concis, soyez clair, n'allez pas faire trop de phrases avec du jargon, évitez de tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu, quoi. Essayez d'être limpide, encore une fois, essayez d'être simple, essayez d'être pédagogique, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, quatrième pilier fondamental, be consistent, soyez consistant, n'ayez pas peur de donner, essayer de répondre sur tous les aspects de la demande, essayer de vous mettre à la place de la personne, elle est dans une problématique, elle cherche des réponses à ses questions, à ses problèmes, elle veut qu'on l'aide, elle veut que ce soit intéressant, que ce soit utile, elle veut avancer. Les gens aiment quand ils avancent, essayez de les faire avancer. Et donc ensuite, elle vous donne, après ces 4 piliers, des exemples de UX Writing mauvais et des choses qui sont un petit peu plus voilà, qui peuvent aider un petit peu. Alors c'est très américanisé, mais allez voir, ça permet de comprendre certaines choses et franchement il y a des bonnes choses, quoi. Donc allez lire cet article, c'est super important. Et sur le même blog, porten.com, il y a un article qui a été mis à jour le 18 février, How to create content for every stage of the marketing funnel, sorti le 18 février par Kate Cherico.
Et pour le coup, ça parle du modèle AIDA, attention, intérêt, désir, action, awareness, interest, desire and action. Et vous avez donc les 4 étapes du funnel marketing. Le modèle AIDA est utilisé partout. Il est utilisé en copywriting, il est utilisé pour faire des tunnels, il est utilisé pour la keyword research, la recherche de mots-clés en SEO. On l'utilise vraiment partout. Moi, je suis fan de ce modèle-là. Je trouve que on l'a tellement, mais tellement complexifié en copywriting, à rajouter des lettres, etc., ou même d'autres choses. Pour moi, les 4 lettres, franchement, si tu comprends le principe, après, tu le vois partout, en fait. Tu le vois quand tu regardes le téléachat, quand tu regardes une pub, quand tu lis une lettre de motivation, quand tu lis un CV, quand tu lis une phrase d'accroche, quand tu lis un article. Enfin, tout est AIDA. Tout est AIDA pour celui qui essaie de convaincre un petit peu, ou même pas des fois. Tout est AIDA. Pour ceux là qui sont sur YouTube et qui voient mon écran, attention, intérêt, désir, action. Je capte l'intention, ensuite je fais en sorte que la personne s'intéresse à mon truc pour ensuite augmenter son désir d'achat et lui demander d'acheter, action. Tout est AIDA et je vous montre juste 2 exemples. Regardez, à gauche là. Join the list. Attention. Sign up to receive our weekly blogs via email. Intérêt, désir, action, subscribe. Tout est AIDA. Et c'est un petit truc tout bête. Vous prenez cet article, le titre en haut. Attention. Ensuite, là, on expose les problématiques, etc. Ce qu'on rencontre sous ça. Intérêt, ok, t'as compris mon problème. Ensuite, je mets plein de trucs super cool que tu vas kiffer. Désir, je veux faire la même chose. Et à la fin, what to do next. Après, bien sûr, on peut mettre un call to action, on pourrait marquer contactez-moi pour voir pour qu'on voit votre funnel marketing ensemble ou quoi que ce soit d'autre. Mais tout est AIDA, quoi. Tout est AIDA. Celui qui a compris AIDA, franchement, il n'a pas de souci à se faire en marketing. Vous l'avez dans l'inbound marketing, vous l'avez dans le content marketing, vous l'avez dans le SEO, vous l'avez dans le SEA, vous l'avez dans l'emailing, vous en avez partout, quoi. Donc je ne comprends pas que ce truc-là, il soit complètement sous-évalué en SEO. Mais en tout cas, voilà, vous avez un article assez complet avec attention, intérêt, désir, action, et à l'intérieur différents types de requêtes et différents types de demandes marketing. Et c'est plutôt intéressant, donc allez voir. Allez voir, c'est vraiment un bon article. Météo des SERPs, on passe à la deuxième partie du podcast. Vérifier en un clin d'œil les mouvements dans les SERPs. On est sur le blog de Raph SEO. Si tu m'entends, bon courage à toi, cher ami. Je sais que c'est compliqué en ce moment. Tu as le soutien de tout Thomas Cubel, c'est-à-dire moi. et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à toi en ce moment. Visibilité référencement.fr. Qui nous fait donc la météo des SERPs depuis maintenant quelques années, qui a intégré en fait tous les outils de sensor, d'indication de volatilité des SERPs Google. 17 février, on a eu un petit pic rapide dans le orange sur SEMrush Sensor, et le 10 février c'était à peu près le même pic, je trouve, en termes de représentation. On a toutes les thématiques qui sont impactées, mais c'est à des niveaux qui sont vraiment bof, hein, on n'est pas dans le rouge. Donc je pense que c'est quelques petits changements de SERP, des petits tests en fait de Google, voilà. Et puis c'est toujours à des dates assez particulières. Bon là c'était plutôt pour le coup mercredi, pas vendredi, mais bon ça reste une petite fluctuation. Je pense qu'ils font des tests, il y a des trucs qui doivent sortir bientôt. Donc pas d'inquiétude, moi j'ai rien en tout cas du côté de mes analytiques. On passe au sujet du jour. Le sujet du jour qui va parler du coup visibilité. Comment acquérir plus de visibilité, mais aussi plus de KPI importants, trafic, vente, chiffre d'affaires, ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Plus de ce qui est important pour vous, en gros, grâce à vos compétences de SEO. Et là, j'insiste, compétences de SEO. Pas grâce à votre SEO Google, pas grâce au SEO pour telle requête, non, grâce à vos compétences de SEO. Le SEO, pour rappel, et vous savez quoi, je vais me mettre face caméra pour ceux qui sont sur YouTube, on va repasser sur l'écran dans quelques instants. Pour ceux qui
qui me connaissent, vous savez que j'ai une vision bien à moi du SEO. Je ne suis pas simplement le mechanical SEO, quoi. C'est-à-dire la personne qui, on va dire, doit ranker sur une requête, on fait technique, un petit texte vite fait, title et backlinks. Non, moi je suis pas juste ça. Moi je pense vraiment à toutes les personnes qui se trouvent autour du domaine du SEO. Donc j'essaie d'avoir le périmètre du SEO tout le temps en tête et de m'intéresser, d'être curieux, d'être ouvert. J'essaie d'aller vers les gens, j'essaie qu'on travaille tous ensemble, voire même, si on le peut avec les budgets et le temps, je constitue des équipes, je dis à mes clients, voilà, appelle tel, appelle un tel qui fait de l'UX, appelle un tel qui fait des contenus, appelle un tel qui fait de la vidéo, appelle un tel qui fait de l'ADS, appelle un tel qui fait ceci, cela. Et en fonction du projet, j'essaye de constituer une équipe, j'essaye de constituer un ensemble d'actions qui vont être assez intéressantes pour le développement général de l'entreprise, même pas juste le site web. Le site web est un hub avec plein de choses, pas simplement du texte et des backlinks, encore une fois. Mais en plus, derrière, il y a est-ce que ça va être rentable? Est-ce que vraiment on se pose les bonnes questions? Est-ce que là, c'est vraiment ces produits qu'il faut pousser? Ils ont beau être très très demandés, ils ont beau être tout ce que vous voulez, mais les marges, elles sont ridicules. Tu vas pas être rentable avec ces putains de produits. Vous voyez, on peut se poser des questions comme ça. Je vais beaucoup beaucoup plus loin. Et du coup, c'est vrai que les gens apprécient ça. Les gens apprécient ça parce que je suis curieux. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. C'est quel est notre métier? Search Engine Optimization, tout dépend si vous parlez du référenceur ou si vous parlez de l'appellation, l'acronyme SEO. L'acronyme, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est la traduction Wikipédia. Le référenceur, c'est quelqu'un qui use de compétences autour de l'optimisation des moteurs de recherche pour faire le référencement d'un site. Il référence, il essaie même de faire ranker un site. Voilà. Sauf que souvent, comme le disait très bien Nicolas dans son article, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu choisir ce sujet du jour, beaucoup pensent trafic, je veux plus de trafic naturel, allez hop, on rank là, hop, trafic naturel, ça monte. Il y en a qui disent aussi, ouais, je veux des positions. Ok, on va aller dans les positions, on va faire un tracker de position, tout ça, je vais mettre tel mot-clé, tout ça, je vais faire backlink là, texte ici, boum, je monte. Très très bien. Cette vision, elle fonctionne. D'accord? Je ne dis pas que c'est une vision qui ne fonctionne plus. C'est vraiment une vision qui fonctionne. Vous pouvez agir comme ça aujourd'hui et vous allez ranker. Vous allez obtenir même de l'argent, vous allez vendre vos produits, vous allez faire du chiffre d'affaires avec vos clients, etc. Et vous êtes sur le mechanical SEO. C'est la base du SEO, c'est ce qui se fait depuis très très longtemps. Et j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, à l'heure, en fait, où je sais que ça a plu la semaine dernière, alors je le refais, mais je sors mon téléphone pour ceux qui sont sur podcast, mais mon téléphone. J'ai Android dessus. J'ai pas d'iOS et j'ai pas pu tester Clubhouse. Qu'est-ce que j'ai comme app? Juste, on parle rapidement de ça et puis après je reviens sur le SEO. Qu'est-ce que j'ai comme app? Donc j'ai installé Android, j'ai acheté mon téléphone, tout ça, machin, hop, je me suis inscrit, connecté, déjà connexion Google, les apps Google par défaut, tout ce qu'on veut, vous connaissez. Hein. J'ai WhatsApp. Bon là j'ai un raccourci vers mon navigateur qui me fait une dérogation pour le Covid. Ensuite, j'ai mon app bancaire. Ensuite, j'ai une app pour gérer mes crypto-monnaies. Ensuite, j'ai un truc pour la course, Adidas Running. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Twitter, Instagram, Skype, LinkedIn, Facebook Messenger, Telegram, TikTok, Amazon, Prime Video, Netflix, Just Eat, Camscanner, Plant.net, Kindle, Google My Business, Oculus, Pizzap, Showtime de Zoho, pardon, je ne trouvais pas le nom, Zoom, Blockfolio qui est un truc de crypto aussi, eBay, Rakuten, un truc pour le fasting, Signal, Mewi et TradingView. Et Brave. Brave qui est mon navigateur. Donc, ce téléphone, moi, vous voyez, les apps que j'ai, bon, je
j'essaie de limiter quand même, j'en ai déjà beaucoup. eBay, je reviens sur le SEO, il y a un moteur de recherche. Rakuten, il y a un moteur de recherche. Vous prenez Telegram, à l'intérieur, il y a des canaux. Les canaux, il y a un moteur de recherche. Twitter, il y a un moteur de recherche. Instagram, il y a un moteur de recherche. LinkedIn, il y a un moteur de recherche. Maintenant, ouais. Bon, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. TikTok, il y a un algo. C'est pas forcément un moteur de recherche. Enfin, il y a un moteur de recherche, mais il n'est pas très bien. Par contre, TikTok, ouais, il y a un algo qui classe. Amazon, il y a un moteur de recherche. Bon, là, on va un peu sur du spécialisé, mais Prime Video, Netflix, il y a un moteur de recherche. Kindle, bon, bref, vous voyez où je veux en venir, quoi. Il y a des moteurs de recherche partout maintenant. Il y a des moteurs de recherche partout. Vous en avez sur Windows pour chercher vos fichiers. Vous cliquez sur rechercher, vous tapez le nom de votre fichier que vous avez perdu, ou votre application, votre programme, machin. Ah, tiens, il est classé là. Pourquoi? Parce qu'il est nommé comme ça, parce que le contenu est dedans, ou parce que c'est un raccourci qui est déjà connu dans Windows, ou quoi que ce soit d'autre. Bref, vous en avez sur votre PC, vous en avez sur le web, vous en avez sur les apps, vous en avez partout. Et nous, on s'appelle quoi? Des référenceurs, des consultants SEO, et derrière, il y a un acronyme surtout qui est SEO, Search Engine Optimization. Optimisation pour les moteurs de recherche, je le rappelle, c'est la page Wikipédia qui le dit. Et là, je reviens sur l'écran. Brosse à cheveux en bambou. Aujourd'hui, on va traiter de ça. Ici, on se rapproche d'une page comme elle était faite, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010. 10 liens bleus approximatifs, surtout ça d'ailleurs, et de l'annonce. Et encore là, c'est du shopping, je vous fais plaisir. Les shopping n'étaient pas présentés comme ça, il n'y avait pas forcément beaucoup d'images et tout, c'était juste des annonces, ads, et c'est tout. Bref, on a SEA plus SEO, un SEO qui est juste du lien bleu, et je fais l'impasse sur les données structurées qui sont en bas, etc. Je suis sur brosse en bambou. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est ça en fait la question que je pose aujourd'hui. On est SEO, on a des compétences de SEO, c'est-à-dire qu'on connaît les 3 piliers du SEO déjà. Technique, contenu, popularité. Ensuite, on sait faire de l'analytique, on sait faire de l'analyse, on sait quand même les bases de la gestion d'une entreprise. On va aussi savoir peut-être gérer des gens, manager. On va faire peut-être un peu d'administratif, de gestion de projet web. On va peut-être faire un petit peu de développement, un petit peu de marketing, un petit peu de création de contenu. Bref, on a toutes nos spécialités un petit peu à côté et nos traits de caractère, personnalité professionnelle qui sont là. Mais pour le coup, on a dans tous les cas les compétences de SEO. Eh bien ici, moi, avec un article, ou avec une fiche produit, ou avec une catégorie, enfin bref, ça dépend de l'intention. Ici, brosse en bambou, il y a quand même pas mal de boutiques, donc ouais, on est plutôt sur une catégorie ou une fiche produit. On peut ranker en SEO. Je vais faire simple, hein, je vais pas complexifier déjà la chose, parce que c'est pas là le sujet de toute façon. Donc ça, c'est le SEO, je peux faire ça. Et ensuite, donc, je peux multiplier les requêtes pour aller voir tout ce qui est brosse en bambou, je sais pas moi, avec picot souple, brosse en bambou avec picot moins souple, brosse en bambou avec picot en bois, ou je ne sais quoi. Bref, il doit sans doute y avoir plein de choses. En poil de sanglier, bien fait, avis, cheveux, Amazon. Bon, très bien. C'est pas très grave, mais au final, en SEO, je peux ranker avec un résultat. Ça, c'est une page, encore une fois, basique. En haut, SEA, je peux faire du shopping, je peux faire des annonces, il y en a sans doute un petit peu à droite à gauche, sur les requêtes autour. Voilà, bon. En gros, je peux faire ça. Maintenant, moi, c'est là où je veux vraiment vous faire sortir un peu de la tête.
de la boîte de base, de la zone de confort en fait. Je veux vraiment qu'on sorte de notre zone de confort là. Brosse en bambou. Où est-ce que ça peut se retrouver? Déjà, quand vous regardez les adresses de Google Shopping, vous avez The Body Shop, Linature, Lilinapi, showroomprivé.com, Kiabi, Biocoiffe, Santé Discount, Nocibé, La Belle Vie, Haute Jardin. Et bizarrement, j'ai un paquet de brosses qui se ressemblent. Déjà, j'ai toutes les brosses Avril qui se font distribuer un petit peu partout. Et ensuite, j'ai une autre brosse là d'une même marque qui se retrouve chez Body Shop. Ça doit être la marque Body Shop, je pense. Bref, on est quand même sur des brosses en bambou qui se ressemblent. Donc, sur toutes les brosses qui sont proposées dans le shopping, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 7, je pense. Je crois que c'est la même. Qui sont distribuées sur des boutiques différentes. Donc ça veut dire que déjà, Avril a fait un bon job de se faire distribuer. C'est-à-dire ils produisent, je ne connais pas Avril spécialement, mais en tout cas ils ont des brosses, c'est ce que je sais, et ils sont sur plein de boutiques. Donc ils se distribuent, un petit peu comme pour les marketplaces. Je vais sur Amazon, je vais sur un tel, etc. Donc ça, vous voyez, ça c'est pour une brosse à cheveux. Imaginez-le pour le produit de l'un de vos clients ou vos produits à vous directement si vous avez quelque chose à vendre. Ça peut être un produit physique, ça peut être un produit virtuel, ça peut être une formation, ça peut être ce que vous voulez. Imaginez-le sur n'importe quel site qui pourrait distribuer votre produit. Déjà, vous avez votre site qui est un hub où vous pouvez faire de la visibilité. Vous allez faire des articles de blog, vous allez faire des guides, des ressources, vous allez faire votre e-commerce, la catégorie, les fiches produits. Vous allez faire votre site vitrine pour dire qui vous êtes, pour vous contacter, pour le support client, etc. Très bien. Vous allez faire le SEO de votre site. Vous allez déjà faire du trafic. Mais vous pourriez, en plus de tout ça, certes c'est beaucoup de travail, certes c'est peut-être de l'argent à mettre, à investir, etc. Je le comprends. Mais vous pouvez aller distribuer vos produits partout. Vos produits et services, vous pouvez aller partout. Et donc, ça c'est un exemple que je prends, c'est que des brosses à cheveux, ça peut se retrouver partout. Ça peut se retrouver à Auchan, ça peut se retrouver à Carrefour, à Leclerc, sur Amazon, sur tous les trucs de coiffure, sur tous les trucs de santé, sur tous les trucs de beauté bien-être, sur toutes les boutiques qui parlent d'écologie. Et ça, c'est juste pour la partie transactionnelle. Fiche produit ou catégorie. Avant, il y a quoi? On passe à je vais voir quelle brosse est faite pour moi. Donc là, on est encore sur le modèle AIDA, figurez-vous. Transactionnel, qui est la dernière étape. Avant, il y a investigationnel. Tout ce qui va être désir. C'est du comparatif, c'est de l'avis, c'est du coupon pas cher, c'est toutes ces requêtes tout ce qui se passe juste avant l'achat. Tiens, je cherche le bon prix, je cherche la meilleure boutique, je cherche à faire une investigation commerciale. On va avoir déjà tous les sites des SEO qui font des comparatifs. Bien sûr, c'est une blague. On va avoir tous les gros sites de médias, de presse, tous les gens qui parlent d'écologie, toutes les personnes qui parlent des produits alternatifs, voilà, pour le bien-être, etc. Machin. Des blogs éditoriaux, des blogs un petit peu plus comparatifs avec des gros tableaux, etc. Des comparateurs de prix. Tant de choses, quoi. On va avoir des systèmes comme Google Shopping. Bref, c'est énorme, quoi. Ensuite, avant, il y a quoi? On a dit qu'il y avait, donc attention, intérêt, direction. Intérêt, c'est, oh, je trouve une marque. Je vais peut-être aller sur le site d'Avril, ok, bon, je vais peut-être aller sur le site d'un tel, de machin, de bidule. Où vont les gens pour les brosses à cheveux? Et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils vont sur Body Shop, ils vont sur la boutique, je sais pas quoi, le Nocibé, La Belle Vie, Santé Discount, showroom privé, Kiabi, tout ça. Où est-ce qu'on peut trouver des brosses? Partout. Juste partout. Donc, sur quoi je mise? Où est-ce que je me fais distribuer? Et où est-ce que je peux aller faire parler de ma brosse? Et je termine là où il y a le plus de choses. Alors, c'est très très flou, il y a énormément de requêtes de longue traîne, etc. C'est là où toute la somme des requêtes de longue traîne font énormément de volume. C'est d'ailleurs la base de la requête de longue traîne. C'est bien pour faire du blog et tout.
Attention, c'est de l'informationnel. Éditorial. Quelle est la meilleure brosse à cheveux? Ça, c'était le comparatif. Là, on est sur qu'est-ce qu'une brosse à cheveux en bambou. Comment fonctionne la brosse à cheveux en bambou. La différence de la brosse à cheveux en bambou et ceci et cela. Ensuite, il va y avoir quelle marque choisir pour brosse en bambou. Ou tout un tas de questions en fait autour des brosses. Plastique, bambou, etc., etc. Et hop, on tourne vers la brosse en bambou. Il faut voir vue micro, encore une fois macro. Mais c'est énorme. C'est juste énorme le nombre de choses sur le site, d'applications sur laquelle on pourrait être. Je veux dire, je vais sur une app, même sur mon téléphone, là, écolo, avec des défis dedans, je contacte le mec, l'utilisation de brosse en bambou, c'est important, quoi. Ça se recycle, c'est pas en plastique, ça pollue pas les océans, ça va se décomposer, c'est bien pour les cheveux et tout. Ouais. Voilà, il y a plein de choses à dire. Bon, je sais que vous en avez marre de la brosse en bambou, donc on va parler un peu de moi maintenant. Vous avez peut-être marre que je parle de moi, après tout. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Je vais passer un peu plus rapidement pour vous dire qu'est-ce que j'ai mis en place, moi. Donc, j'ai un blog. À la base, c'était ça le truc. J'ai créé un site, thomascubel.com. Je me suis dit, tiens, ça faisait un moment que je faisais du développement et du SEO, et j'ai plus envie de faire trop de développement, j'aimerais faire que du SEO, je vais faire du consulting. J'ai créé mon site, thomascubel.com, et j'ai mis toute la partie vitrine. Qui suis-je? Mes prestations, me contacter pour un devis, etc., etc. J'ai écrit des articles de blog, ça a permis de me faire connaître un peu, j'ai fait des podcasts, vidéos, des interviews, je vais plutôt dire maintenant, vidéo sur YouTube. Et on se retrouve sur YouTube. YouTube, aujourd'hui, bon, j'ai pas énormément d'abonnés, mais bon, on est dans le SEO, il n'y a pas non plus énormément de monde. J'ai 1610 abonnés. 1610 abonnés, j'ai des vidéos YouTube. Qu'est-ce que le référencement naturel a fait 610 vues. Elle est sortie il y a 4 mois. Pourquoi vous devez absolument vous mettre machin? 133 vues, 121 vues, 149 vues, 136 vues. Les lives, ça va presque à 1000 vues. Et puis la plupart des vidéos, bref, aujourd'hui, j'en suis à je ne sais combien de vues. J'ai même pas regardé. C'est vous dire à quel point ça m'intéresse. Les vues. Donc, j'ai fait une chaîne YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions parce qu'ils m'ont vu sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui me demandent des devis parce que je suis sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui, parce que je suis sur YouTube, me considèrent. Je sais qu'il y a aussi des jaloux. Bref, YouTube, c'est un premier canal. Il y a un moteur de recherche sur YouTube. Si je m'y mettais à fond, je ferais une recherche de mots-clés sur YouTube. Ah bah non, je l'ai déjà faite. Recherchez, vous tapez, il y a du suggest. Vous allez sur quelques chaînes, vous regardez ce qui marche le mieux. Vous les avez, vos sujets. Vous regardez comment ça fonctionne un peu YouTube et vous essayez de vous renseigner sur l'algo YouTube et ce que font les YouTubeurs, parce que c'est surtout eux qui vont vous aider. Bah, vous allez faire des tests AB sur les vignettes, des tests AB de titres, des tests AB de description. Vous allez non pas acheter des fans, mais plutôt essayer de dialoguer avec votre communauté et de la faire grossir au fur et à mesure en demandant de cliquer par exemple sur le bouton s'abonner et de déclencher la cloche des notifications. N'oubliez pas, partagez la vidéo YouTube. Voilà. C'est par exemple ces choses-là qui peuvent vous développer. Je sors un petit peu de l'écosystème Google, Udemy et aussi tuto.com. J'ai fait une formation SEMrush en collaboration avec SEMrush et tuto.com. Tuto.com, j'ai fait donc j'ai mis en ligne, j'ai fait la formation. Ensuite, je l'ai mis en ligne sur leur site. J'ai aimé l'expérience, j'ai renouvelé avec Google My Business, je l'ai posté sur Udemy, tuto.com, et je voulais la mettre sur d'autres sites, mais je n'étais pas d'accord avec leurs conditions générales de vente. Et en plus de ça, j'ai voulu les mettre où? Sur des sites universitaires, parce qu'il y avait des universitaires qui cherchaient à avoir des formations de qualité faites par des experts, etc. J'ai pas encore entrepris ces démarches, parce que Google My Business, c'est pas non plus une de mes spécialités, etc. Je connais, mais je veux pas aller spécialement plus loin. Mais peut-être pour des futures formations, je pourrais y aller voir les universités. Il y a des gens qui m'ont demandé d'intervenir en université. Donc, je peux le faire. Ensuite,
Bon, j'ai sorti la brosse en bambou parce que j'avais pas à sortir le SEO, mais Amazon. Amazon, il y a un moteur de recherche. Il y a des outils de recherche de mots-clés Amazon. Il y a des outils de recherche de volume Amazon. Il y a des outils de recherche de concurrence Amazon. Vous pouvez même essayer d'estimer combien ça s'est vendu, etc., etc. Amazon Scout, Amascout, je sais pas quoi là. Tous ces trucs-là, c'est du SEO. Et c'est vos compétences de SEO qui peuvent aider à ranker. Vous faites une belle fiche produit, vous avez un bon prix, vous avez le mot-clé dans le titre, vous avez une description nickel, vous avez beaucoup d'avis, des avis vérifiés, tout ce que vous voulez, 5 sur 5, des beaux visuels, vous faites une communication autour de ça, vous faites appel à Amazon Ads pour le sponsoriser, vous allez sur Google Shopping, je ne sais quoi, pousser vos articles Amazon. Bref, vous faites votre boulot comme si Amazon c'était votre site de vente. Eh bien, vous pouvez ranker. Je continue. Leslivressblancs.fr. Vous faites un livre blanc demain. Là, je sors un petit peu, mais je pourrais le faire. Livre blanc. Les clés du référencement pour votre e-commerce. Hop, vous inscrivez sur leslivressblancs.fr. Vous référencez gratuitement votre livre blanc. Il n'y a que des spécialisés qui vont sur ce site-là. Et votre livre blanc, il peut être téléchargé, il peut même être payé à terme avec une commission, je sais pas quoi. Voilà, site spécialisé, audience spécialisée, certes plus petit que Google, mais en tout cas, les gens vont directement sur leslivressblancs.fr pour trouver des livres blancs. Vous pouvez le faire aussi pour tout un tas de sites qui s'y ressemblent. Voprez, SlideShare, il y en a d'autres. SlideShare, ça fait des vues. Regardez celle-là, c'est des gros trucs, hein. SlideShare... is joining Scrabbed, 449 000 vues. Data Reportal, la Global Digital Overview, 2 790 000 vues. Il y a du monde sur SlideShare. Ça, c'est la première info qu'on a. Si on tape SEO, là, on a bon, toutes les langues, mais on peut mettre français. Eux, quand ils vont commencer à le mettre au goût du jour, le SlideShare, il va changer. Hein. Mais je peux vous assurer qu'il y a certaines choses. Regardez, Kig là. Alexandre. 3648 vues son SlideShare. C'est quand même pas mal pour le SEO. Là, eux, là. C'est français ça, mais putain, il est vraiment merdique leur algo. C'est un truc de fou. Tac. Il n'y a pas une... je marque référencement. Hein. Ça va être plus simple, je crois. Lancement. Voilà. Hop. David Degrelle, tiens, à l'époque où il était chez Première Position. Il est parti depuis longtemps. 14 000 vues. Pouf. Elle date, hein, mais purée, il est encore référencé, quoi. Holong Media, je connais pas. 554 vues. Je connais pas 554 vues. Ça fait plus que mes vidéos YouTube, quoi. Là, l'université, je sais pas quoi. Hassan Premier. Voilà. C'est pas en France. C'est écrit un peu en arabe, je crois. Voilà, bah, très bien. 393 vues. Le professeur, là, il se fait un peu de vues. 2015-2016, c'est assez récent, mais c'est un petit peu vieux quand même. Y a pas, je veux dire, c'est un moteur de recherche, quoi. Et ça se voit à l'écran, là. Le titre, vous mettez référencement dedans. Et vous vous positionnez sur référencement. Déjà. Puis ensuite, en fonction de la description, tout ça, il y a sans doute des choses qui doivent intervenir. Moi, ce que je voulais vous dire, et c'est là ma conclusion, il y en a des types de contenus. Hein. Il y en a des formats et il y en a des types de contenus. Il y a différents types de valeurs ajoutées et il y a différents formats. Là, ce site-là, convinceandconvert.com, ça parle de content marketing. Les listes, les how-to, les questions et answers, les why, les SEO, les études de cas, les témoignages, les citations, les interviews, les démos, les reviews de produits, tout ça. Vous avez tout plein de types de contenus, plein de formats différents, etc. Allez voir ce site, allez voir tous les sites qui parlent de content marketing. Et vous allez voir le nombre de choses qu'il y a. Ensuite, vous regardez tous les lieux. Les applications qui sont au top, les sites qui sont au top, les sites de votre secteur qui parlent de votre secteur, qui sont spécialisés, mais qui vont pouvoir vous faire de la pub. Vous regardez tous les sites qui vont essayer de faire de l'édito sur votre secteur, des choses comme ça. Et
à terme. Bref, c'est énormément de travail. Mais vous avez tellement de pistes pour pouvoir avoir du backlink, avoir de la visibilité ou voire même optimiser grâce à vos compétences de SEO. Regardez technique, regardez le contenu, regardez la popularité, regardez les 3 piliers du référencement et dites-moi, vu de mes compétences, je peux faire tout cela. Dites-le en commentaire. Mettez-moi une thématique dans laquelle vous travaillez et dites-moi tout de suite qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et vous allez voir que la liste, elle est longue. Vous n'avez pas que Google. Vous avez énormément de moteurs de recherche généralistes, énormément de moteurs de recherche spécialisés, et vous avez ensuite tout un tas de lieux chauds, points chauds, dans lesquels vous pouvez apparaître. Sur ce, c'est la fin du podcast. Un petit peu long ce podcast, mais c'est un podcast qui a été très important, parce que cette notion, elle est hyper importante. Franchement, autant je peux parler du mobile, ce que vous voulez, celle-ci, c'est ce qui fait l'avenir du SEO. Donc, il faut vraiment réécouter le podcast et noter tout ce que je dis. Il faut voir entre les lignes tout ce qu'il y a. Hein. Vraiment. N'oubliez pas de me poser vos questions. Il y a une page qui est faite pour ça sur mon site thomascubel.com/podcast avec un S. Envoyez une question à Thomas. Vous écrivez votre question et j'y répondrai lors d'une prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur abonner et déclencher la cloche des notifications. Partagez le podcast, partagez les liens que je mets sur Twitter. N'oubliez pas qu'il y a aussi une page Tipeee où vous pouvez m'envoyer vos pourboires et vos commentaires et vos merci un petit peu partout. Et du coup, le podcast est terminé. L'émission du 22 février est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère ne plus avoir le nez bouché et la voix enrouée. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté. À bientôt.